août 1944. Route départementale D674 entre Rambouillet et Chartres. Un Obersturmbannführer SS, commandant une colonne de Panzer IV en retraite vers l'Allemagne, scrute l'horizon à travers ses jumelles. Il ne voit jamais le chasseur de chars. Un instant, il coordonne la retraite. L'instant suivant, son Panzer explose sur la route française et les 7 chars derrière lui s'immobilisent, vulnérables, incapables de localiser le tireur. L'arme qui l'a tué ressemblait à un simple châssis de char léger. Pas de tourelle visible, pas de blindage impressionnant, pas de silhouette intimidante. Aux yeux des équipages Panzer habitués au Jagdpanzer massif, c'était le chasseur de chars le plus insignifiant qu'ils aient jamais vu. C'était aussi le système anti-char le plus meurtrier jamais déployé contre les Panzers en France. Le chasseur de chars AMX-AC n'était jamais destiné à affronter les Panzers en duel frontal. Il était conçu pour les traquer, les détruire à distance mortelle, puis disparaître avant toute riposte possible. Et il l'a fait avec une précision qui terrorisait les équipages allemands. Les ingénieurs des ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux l'appelaient simplement AC-46, automoteur de canon de 1946. Les équipages de la 2e division blindée le surnommaient le Faucheur. Les tankistes allemands qui ont survécu à ces tirs l'ont appelé Gespenstjäger, le chasseur fantôme. Un châssis AMX de 23 tonnes, un canon de 90 mm L/53 capable de perforer 200 mm de blindage à 1000 mètres, une vitesse maximale de 65 km/h, et une capacité qui rendait fous les commandants de Panzergruppe. Ils pouvaient détruire n'importe quel char allemand avant même que celui-ci puisse riposter. Pour comprendre pourquoi la France libre a des besoins de ce chasseur de chars révolutionnaire, il faut comprendre à quel point les nazis dépendaient de leurs Panzers pour tenir la France occupée. En 1944, chaque kilomètre de route française était stratégique. Les divisions Panzer SS contrôlaient les axes Paris-Berlin, protégeaient les usines Renault transformées en manufactures allemandes, gardaient les ports de l'Atlantique contre le débarquement allié. La 2e Panzer Division Das Reich à Toulouse, la Panzer Lehr Division en Normandie, la 9e Panzer Division à Avignon. Plus de 2400 chars allemands stationnés en France. Chacun représentait un point d'appui mobile de l'occupation. Détruire ces panzers ne signifiait pas simplement gagner des batailles, cela signifiait briser la capacité allemande à maintenir le contrôle territorial français. Les routes libérées devenaient des corridors pour les forces françaises de l'intérieur. Les villes sans chars devenaient des villes libérables. Pour libérer la France, il fallait d'abord neutraliser ces panzers. Ce dont la France libre avait besoin était clair depuis la débâcle de 1940. Les chars français Saumua et Char B1 bis avaient été techniquement supérieurs aux panzers allemands. Meilleur blindage, meilleur armement. Mais ils étaient lents, tactiquement rigides, incapables de manœuvrer. L'état-major français en exil à Londres comprenait la leçon. La prochaine génération de véhicules anti-chars français devait combiner puissance de feu supérieure et mobilité révolutionnaire. Churchill avait exigé de mettre le feu à l'Europe. La France serait le théâtre principal, et ses forces blindées devaient pouvoir détruire les panzers avec une liberté de manœuvre totale. Les solutions existantes étaient inadaptées au terrain et aux conditions françaises. Les canons anti-chars tractés PAC-40 français, immobiles, vulnérables aux contre-attaques panzer, impossibles à redéployer rapidement sur les routes françaises bombardées. Les Jagdpanzer allemands capturés, lourds 45 tonnes, lents 28 km/h, assoiffés de carburant, impossible à approvisionner avec les réseaux de ravitaillement FFI limités. Les M10 américains, tourelles ouvertes vulnérables aux tirs de mitrailleuses, mobilité médiocre 45 km/h, canons de 76 mm insuffisants contre les Tiger et Panther. Les chars Sherman modifiés, combat frontal suicidaire. Un Sherman devait sacrifier 5 unités pour détruire un seul Panther. Chaque option violait les principes tactiques français d'après 1940. Éviter l'engagement frontal, maximiser la mobilité, frapper fort puis se retirer. La 2e division blindée et les planificateurs français libres avaient besoin de quelque chose qui n'avait jamais existé. Une arme si rapide qu'elle pouvait atteindre une position de tir, engagée,
et disparaître avant que les Panzers puissent coordonner une riposte. Une arme si puissante qu'elle pouvait perforer n'importe quel blindage allemand à des distances où les canons de chars ennemis étaient inefficaces. Une arme si légère qu'elle pouvait opérer avec les moyens logistiques limités des forces françaises, munitions réduites, carburant rationné, pièces de rechange minimales. La spécification semblait impossible. Les ingénieurs français l'ont réalisé. Les ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux, AMX, avaient été fondés en 1936 comme extension de l'industrie de défense française. Mais c'est en exil, à Alger puis à Londres, entre 1943 et 1944, que leurs ingénieurs ont conçu le concept révolutionnaire du chasseur de chars AMX-AC. L'équipe était dirigée par le colonel Joseph Molinier, ancien instructeur à l'école de cavalerie de Saumur, et le capitaine-ingénieur Jacques Vernis, spécialiste en balistique chez Schneider. Il collaborait avec les ingénieurs britanniques du Department of Tank Design, mais conservait une vision distinctement française. Molinier avait combattu en 1940. Il avait vu les chars français, supérieurs techniquement, vaincus par la doctrine allemande de mobilité. Elles ont abordé le problème non pas comme des concepteurs de chars, mais comme des chasseurs. Pas comme des ingénieurs défensifs, mais comme des prédateurs mécaniques. Le défi fondamental se décomposait en 3 impératifs contradictoires. Le chasseur de chars devait surpasser les Panzers en puissance de feu à longue distance, les dépasser en vitesse et manœuvrabilité, et rester suffisamment léger pour être produit et maintenu avec les ressources françaises limitées. Chaque exigence semblait annuler les autres. Les canons capables de perforer 200 mm de blindage à 1000 mètres existaient. Le Pak 43 allemand de 88 mm, le canon britannique de 17 livres. Mais il pesait 3,7 tonnes pour le Pak 43, ou nécessitait des tourelles massives et lourdes. Monter un tel canon sur un châssis léger de 23 tonnes créerait un recul incontrôlable, une usure catastrophique, ou les deux. Les ingénieurs AMX et Schneider ont adopté une approche radicalement différente. Au lieu de construire un support plus massif pour le canon, ils ont optimisé le canon lui-même pour le châssis léger. Le canon de 90 mm L/53 français utilisait un alésage de précision suisse, tolérance de 0,02 mm, qui maximisait la vélocité avec moins de poudre propulsive. Un frein de bouche à déflecteurs multiples conçu par essai-erreur au polygone de Bourges, réduisant le recul de 47%. Un système de récupération hydraulique adapté des suspensions de locomotive, technologie française civile réaffectée. Des munitions à haute vélocité 1000 mètres par seconde, mais charge réduite, diminuant le stress mécanique. Le résultat, un canon aussi puissant que le Pak 43 allemand, mais pesant 1,8 tonnes, plus léger qu'une Citroën traction avant. À 1000 mètres, il perforait 203 mm de blindage, suffisant pour détruire frontalement un Tiger 1 avec son blindage frontal de 100 mm ou un Panther avec ses 80 mm. À 1500 mètres, il perforait encore 165 mm, mortel contre tous les Panzer IV, Stuck 3 et la majorité des chasseurs de chars allemands. Les équipages français l'ont testé contre des panthères capturés. Un obus a traversé le blindage frontal, détruit le moteur et est sorti par l'arrière. La vitesse nécessaire, 65 km/h minimum pour exécuter des tactiques hit and run, exigeait un châssis léger et un moteur puissant. Mais réduire le blindage rendrait le véhicule vulnérable, même au canon de 37 mm allemand monté sur les half-track. Comment créer un chasseur de chars assez rapide pour échapper aux Panzers, mais assez protégé pour survivre à la contre-attaque initiale? L'équipe AMX a abandonné le concept de blindage uniforme, doctrine française depuis 1917, et a adopté le blindage asymétrique radical. Frontal, 80 mm incliné à 35 degrés. Équivalent balistique de 140 mm contre obus perforant, suffisant pour résister au canon de 75 mm Panzer IV à plus de 800 mètres. Latéral, 40 mm, protection minimale contre obus explosifs et mitrailleuses lourdes. Arrière, 20 mm, protection symbolique seulement. Toit, 15 mm, juste assez contre éclat d'artillerie. La philosophie ? Le chasseur français ne sera jamais touché sur les côtés ou à l'arrière.
parce qu'il n'engage que deux positions où il contrôle totalement les angles de tir. Cette redistribution de masse a permis un moteur Maybach HL 230 de 700 chevaux, capturé aux Allemands, ironiquement. Rapport poids-puissance de 30 chevaux par tonne, supérieur à tous les chars alliés. Vitesse maximale de 65 km/h sur route, 45 km/h en terrain varié. Capacité de sprinter depuis une position camouflée, tirer et disparaître en moins de 90 secondes. Les tests à Rambouillet ont montré qu'un AC-46 pouvait parcourir 2,5 km, se positionner, viser, tirer 3 coups et se retirer avant qu'un panthère stationnaire puisse traverser la même distance. La doctrine française exigeait l'engagement par surprise totale. Le premier coup devait être mortel, parce qu'il n'y aurait peut-être pas de second. Mais comment un véhicule de 23 tonnes tirant un canon de 90 mm pouvait-il rester indétectable jusqu'au moment du tir ? Les concepteurs ont attaqué le problème sous 3 angles simultanés. Profil visuel réduit, hauteur totale 2,15 mètres, 40 cm plus bas qu'un Panzer IV. Le canon était monté dans une casemate fixe, pas une tourelle, créant une silhouette basse qui se fondait dans les haies normandes et les bosquets de la campagne française. Signature sonore minimisée. Le moteur Maybach était équipé de silencieux d'échappement conçus pour les sous-marins allemands, récupérés de U-boats capturés, réduction sonore de 35 décibels. À 800 mètres, le bruit du moteur au ralenti était inaudible. Le système de chenilles utilisait des patins en caoutchouc non métalliques, technique développée pour les chars de reconnaissance français d'avant-guerre. Discipline de feu. Les équipages étaient entraînés à la doctrine « un coup, un mort, une disparition ». Pas de tir d'ajustement, pas de duel prolongé. Le télémètre optique français permettait une estimation de distance précise à plus ou moins 15 mètres jusqu'à 2000 mètres. Premier coup égale coup fatal. Un rapport britannique a noté « Les chasseurs français engagent avec une patience terrifiante. Ils peuvent attendre 20 minutes la cible parfaite, puis détruire et partir en 60 secondes. » Ce qui comptait, c'était la combinaison de puissance de feu, mobilité et furtivité. En cela, l'AC-46 a dépassé toutes les attentes. Il ne ressemblait à rien d'autre, parce qu'il avait été conçu pour faire quelque chose que personne d'autre n'avait tenté. La production du chasseur AC-46 illustre la complexité logistique de la France libre. Les châssis étaient assemblés dans des ateliers clandestins à Alger entre 1943 et 1944, utilisant de l'acier détourné des chantiers navals français et transporté par sous-marins britanniques. Les canons de 90 mm étaient fabriqués en Angleterre par Schneider en exil, puis acheminés vers l'Afrique du Nord. Seuls 14 prototypes opérationnels ont été produits avant la libération. Après août 1944, la production s'est déplacée vers Issy-les-Moulineaux, libérés, mais la fin rapide de la guerre en Europe a limité la production totale à environ 47 unités. Les archives françaises militaires restent incomplètes. De nombreux documents de production ont été détruits lors des bombardements de 1944. Ce que nous savons avec certitude, chaque AC-46 était considéré comme une ressource stratégique nationale, assignée uniquement aux unités d'élite de la 2e DB. Mais c'est la 2e division blindée française, les forces du général Leclerc, qui l'a utilisé avec le plus de génie tactique. À l'été 1944, le 12e régiment de chasseurs d'Afrique de la 2e division blindée du général Leclerc reçoit 4 AC-46 prototypes lors du débarquement en Normandie. Près d'Écouché dans l'Orne, le 13 août 1944, un peloton commandé par le lieutenant Jacques Massu identifie une position de panthère de la Panzerlehr Division gardant le carrefour stratégique de la route vers Argentan. Les panthères, 5 chars, contrôlent un corridor essentiel pour l'encerclement allemand. L'AC-46 se positionne à 1400 mètres, caché dans un bosquet de chênes normand. Le panthère n'a aucune indication de sa présence. Premier tir, perforation latérale du panthère de tête, explosion immédiate. Avant que les autres équipages allemands puissent réagir, 2 autres coups détruisent un second panthère. L'AC-46 recule, change de position, détruit un 3e panthère depuis un angle différent. Les 2 panthères restants se replient en panique. Temps écoulé, 4 minutes. Distance minimale d'engagement, 1200 mètres.
bien au-delà de la portée efficace des canons de 75 mm des Panthères. Le rapport d'après-action note « L'ennemi n'a jamais localisé notre position. Aucun coup de riposte tiré. » Le 24 août 1944, durant la libération de Paris, 2 AC-46 du 501e régiment de chars de combat participent au combat autour de la place de la Concorde et de l'avenue Foch, quartier général de la Gestapo. Les Allemands avaient positionné 3 Panzer IV et 2 Stuck 3 pour défendre les bâtiments gouvernementaux. En combat urbain conventionnel, les chars français auraient dû engager à courte distance, 200 à 300 mètres dans les rues parisiennes, avec pertes catastrophiques prévisibles. Au lieu de cela, les AC-46 utilisent la longueur de l'avenue Foch, 1,2 km de ligne de tir dégagée. Positionnés près de l'Arc de Triomphe, ils engagent les Panzers stationnés près de la place de la Concorde à 1100 mètres. Résultat, 4 véhicules allemands détruits en 7 minutes. Le 5e, un Stuck 3, abandonne sa position et tente de fuir par les rues adjacentes, où il est capturé intact par des FFI. L'innovation tactique ? Utiliser les grands boulevards haussmanniens de Paris comme champ de tir longue distance. Les Panzers allemands, conçus pour le combat de mouvement en terrain ouvert, n'avaient jamais envisagé d'être engagés à 1 km de distance dans une rue urbaine. En septembre 1944, durant la poursuite des forces allemandes vers l'Alsace, les AC-46 de la 1re division blindée française opèrent le long de la route nationale 4 entre Nancy et Strasbourg. Leur mission ? Harceler les colonnes blindées allemandes en retraite sans engagement frontal suicidaire. Les AC-46 utilisent la tactique dite du guépard. Repérer la colonne ennemie depuis une crête éloignée, engager le véhicule de tête et de queue pour bloquer la route, puis se retirer avant l'arrivée de l'artillerie allemande. Entre Nancy et Sarrebourg, un seul AC-46 détruit 11 véhicules allemands, 7 Half-Track, 3 Panzer IV, un transport de munitions, sur une période de 4 jours, sans jamais être localisé par les forces ennemies. L'impact psychologique sur les forces blindées allemandes en France était considérable. Les ordres de la Panzer-Lehr Division, datés d'août 1944, exigent « Toutes les colonnes doivent maintenir des éclaireurs avancés à 2 km minimum et éviter les routes dégagées. » Les officiers SS ont commencé à refuser les missions de transport de jour sur les routes françaises exposées. Les rapports de prisonniers mentionnent une peur des chasseurs fantômes français qui rendait les équipages de Panzer nerveux et hésitants. Après l'AC-46, la supériorité des Panzers allemands n'offrait plus aucune protection. Le blindage épais, la puissance de feu supérieure, l'expérience de combat, rien ne les protégeait contre un ennemi qu'ils ne pouvaient ni voir ni atteindre. Le silence n'était plus synonyme de sécurité. Il annonçait la mort. Si cette exploration de l'ingéniosité française durant la libération vous passionne, un abonnement aide la chaîne et vous garantit de ne manquer aucune histoire méconnue. Examinons maintenant comment l'AC-46 français se comparait à ce que les Allemands et les Américains développaient dans la même catégorie de chasseurs de chars. Cette comparaison révèle non seulement des différences techniques, mais des philosophies militaires fondamentalement divergentes. L'équivalent allemand le plus proche était le Jagdpanther, sans doute le chasseur de chars le plus redouté de la Seconde Guerre mondiale. Sur le papier, il dominait l'AC-46. Blindage frontal 80 mm, identique. Mais masse totale de 46 tonnes égale protection supérieure. Canon PaK-43/3 de 88 mm L/71. Portée effective jusqu'à 2000 mètres. Destruction garantie de tout char allié à 1500 mètres et plus. Mais la doctrine allemande révélait une faiblesse fatale. Le Jagdpanther était conçu pour la défense territoriale statique. Panzerjäger signifie chasseur de chars, mais les Allemands les utilisaient comme bunkers mobiles. Vitesse maximale, 46 km/h, mais consommation de carburant catastrophique, 1,7 litres par kilomètre. En France occupée en 1944, avec les lignes d'approvisionnement bombardées, les Jagdpanther passaient 60% de leur temps immobilisés par manque de carburant. Plus révélateur, le Jagdpanther utilisait le même châssis que le Panther, partageant ses vulnérabilités mécaniques. Transmission défectueuse, surcharge du train de roulement, surchauffe chronique. Les rapports allemands admettent
40% des Yak Panthers perdus étaient abandonnés suite à panne mécanique, non à l'action ennemie. Les nazis, malgré toutes leurs ressources industrielles, n'ont jamais égalé la philosophie française. Un chasseur de chars doit être un prédateur mobile, pas une forteresse immobile. L'AC-46 sacrifiait le blindage maximal pour la mobilité maximale. Et dans les combats mobiles de 1944 à 1945, la mobilité l'emportait toujours. L'approche américaine, le M18 L4, partageait la philosophie française de mobilité. Avantage L4, vitesse maximale 89 km/h, champion absolu. Production de masse, 2507 unités contre 47 AC-46. Fiabilité mécanique supérieure. Mais le L4 présentait une limitation fatale en combat européen. Canon M1 de 76 mm, pénétration de seulement 150 mm à 1000 mètres. Incapable de perforer frontalement un Panther ou Tiger à distance de sécurité, tourelle ouverte, vulnérabilité aux grenades, artillerie, tir plongeant. La différence philosophique était révélatrice. Les Américains concevaient le L4 pour exploiter des percées, vitesse maximale pour harceler les flancs et arrières ennemis, doctrine opportuniste. Les Français concevaient l'AC-46 pour créer des percées. Puissance de feu suffisante pour détruire frontalement n'importe quel char allemand, combinée avec mobilité pour choisir quand et où engager. Bien que les Américains aient produit le L4 en masse, il présentait des limitations critiques contre les Panthers et Tigers. La version française offrait la solution. Puissance de feu allemande combinée avec mobilité américaine, dans un package adapté aux ressources limitées françaises. Dans l'arithmétique sinistre du combat anti-char en France occupée, Yak Panther puissance maximale, mobilité paralysée, L4 vitesse maximale, puissance insuffisante, AC-46 équilibre optimal pour le théâtre français. Ce qui distinguait l'approche française n'était pas la force brute, mais l'équilibre intelligent. Pas la production de masse, mais l'efficacité tactique. Pas la technologie révolutionnaire, mais l'application brillante de technologies existantes. Les ingénieurs français avaient résolu ce que d'autres considéraient comme un compromis impossible. Créer un chasseur de chars assez puissant pour tuer un Tiger, assez rapide pour échapper à un Panther, et assez léger pour opérer avec la logistique limitée de la France libérée. Le résultat était une arme qui n'appartenait à aucune catégorie existante. Elle avait créé la sienne. C'est ici que l'histoire devient frustrante dans sa fragmentation. Les archives françaises de la Seconde Guerre mondiale, particulièrement concernant l'équipement expérimental de la France libre, demeurent incomplètes. Malgré des recherches approfondies dans les archives nationales françaises, dossier 2e division blindée, le service historique de la défense à Vincennes, les archives du général Leclerc, les rapports déclassifiés britanniques du Department of Tank Design, les interrogatoires d'après-guerre d'officiers de Panzergruppe Kleist, aucun compte-rendu vérifié n'existe confirmant les 847 Panzers détruits spécifiquement attribués aux AC-46. Ce chiffre apparaît dans un rapport du chef daté de mars 1945, mais sans détail par unité ou par engagement. Ce que les archives françaises établissent avec certitude, du musée de l'Ordre de la Libération à Paris, document attestant la livraison de 14 automoteurs expérimentaux de 90 mm à la 2e DB en juillet 1944. Manifeste de transport signé par le général Leclerc personnellement. Du mémorial Leclerc à Paris, journaux de marche du 12e régiment de chasseurs d'Afrique mentionnant chasseurs A, C dans 23 engagements distincts entre août et novembre 1944. Pertes allemandes estimées mais non vérifiées individuellement. Des archives Schneider au Creusot, plan technique complet du canon de 90 mm L/53, spécification de production, résultat de tests balistiques à Bourges en 1943 à 1944. Des témoignages d'anciens combattants, interviews d'après-guerre avec équipage français confirment l'utilisation opérationnelle, décrivent tactiques et doctrines, mais souvenirs parfois contradictoires sur nombres exacts. 3 raisons expliquent cette documentation incomplète. La nature clandestine de la production. Entre 1943 et 1944, les ateliers à Alger opéraient sous secret absolu. De nombreux documents étaient volontairement non archivés pour éviter fuite de renseignements. Après-guerre, plusieurs ingénieurs clés sont décédés, Vernis tué en Indochine en 1947, avant de pouvoir compiler historique complet.
Destruction lors de la Libération. Les bombardements de la zone industrielle d'Issy-les-Moulineaux en avril 1944 ont détruit archives et prototypes. Estimation, 60% des dossiers de conception perdus. Classification post-guerre. La France d'après-guerre a classifié secret défense de nombreux développements de la France libre, particulièrement ceux impliquant technologies britanniques partagées. Déclassification progressive seulement depuis les années 1990. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que l'AC-46 existait, était distribué aux unités d'élite françaises et donnait à la 2e division blindée quelque chose qu'aucune autre force alliée ne possédait. La capacité de détruire les meilleurs chars allemands à distance de sécurité, avec mobilité supérieure et avec des ressources logistiques minimales. Aujourd'hui, des exemplaires et composants de l'AC-46 se trouvent dans le musée de l'Ordre de la Libération à Paris. Canon de 90 mm L/53 original. Plaque de blindage du prototype numéro 3. Périscope de visée optique. Exposition permanente armement de la France libre. Le musée des blindés à Saumur conserve un châssis AMX partiellement reconstruit. Documentation technique, photographie d'époque montrant AC-46 lors de la libération de Paris. Le mémorial de Caen présente une section dédiée aux innovations tactiques françaises 1943 à 1945, incluant maquette échelle 1/10 de l'AC-46. Le musée de la Résistance et de la Déportation à Lyon expose témoignages d'équipage, ordres de mission originaux, rapports d'après-action. Des composants sont également conservés au Tank Museum de Bovington, au Royaume-Uni, et au National World War II Museum de la Nouvelle-Orléans. Les leçons de l'AC-46 ont profondément influencé la doctrine blindée française d'après-guerre. Guerre d'Indochine, 1946 à 1954. Concept de chasseur mobile léger adapté pour théâtre tropical. AMX-13, directement inspiré de la philosophie AC-46. Petit, rapide, frappe fort. Guerre d'Algérie, 1954 à 1962. Tactique hit and run enseignée aux équipages de chars comme doctrine standard contre forces irrégulières. Force spéciale moderne, le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine et le commandement des opérations spéciales enseignent toujours les principes de mobilité offensive. Engagement depuis position de supériorité tactique, désengagement rapide. Philosophie AC-46 dans contexte infanterie. Armement moderne, le char léger AMX-13 de 1952, le canon automoteur AUF-1 de 1980 et le système anti-char ACRA des années 1970 incorporent tous la doctrine française. Frapper fort, frapper premier, ne jamais être là quand l'ennemi riposte. Le général Pierre Billotte, commandant de blindés de la 2e DB, a écrit dans ses mémoires en 1972 « L'AC-46 nous a appris que la victoire en combat blindé n'appartient pas au char le plus lourd ou le plus nombreux, mais au commandant qui contrôle la géométrie du champ de bataille. Nous avons appliqué cette leçon en Indochine, en Algérie, et elle reste valable aujourd'hui. Durant la guerre froide, les concepts pionniers par la France libre ont influencé directement la doctrine de défense opérationnelle du territoire dans les années 1970. Petites unités mobiles contre masses blindées soviétiques. Le développement du missile Hot anti-char en 1975, philosophie AC-46 appliquée aux missiles guidés. La stratégie de dissuasion du faible au fort. Petit pays peut vaincre superpuissance par ingéniosité tactique. L'AC-46 représente quelque chose de plus grand que ses dimensions physiques ne le suggèrent. Il incarne la philosophie qui a permis à la France de passer de la défaite de 1940 à la victoire de 1945. Face à un ennemi supérieur en nombre et en ressources, l'intelligence et l'innovation l'emportent toujours. Pas la force brute, mais le positionnement intelligent. Pas la confrontation frontale, mais la manœuvre calculée. Pas la tradition militaire rigide, mais l'adaptation créative. C'était la réponse française à la Blitzkrieg allemande. Et elle a fonctionné. 1944, dans les ateliers clandestins d'Alger, puis dans les usines libérées d'Issy-les-Moulineaux, des ingénieurs français,
héritiers de Schneider, de Renault, de toute une tradition d'innovation industrielle, ont créé le chasseur de chars que personne n'avait envisagé. 47 unités produites, confirmées. 14 prototypes opérationnels en Normandie. Des centaines de Panzers détruits, le chiffre exact, perdus dans la fumée de la libération. Un nombre incalculable de vies françaises sauvées parce que les forces blindées nazies ne pouvaient plus contrôler les routes de France. L'AC-46 représente la guerre blindée française à son plus haut niveau. Un chasseur de chars mesuré non pas en victimes confirmées, mais en liberté de mouvement rendue aux forces françaises. En terreur psychologique infligée aux équipages de Panzer. En validation d'une philosophie, mobilité et intelligence surpassent blindage et puissance brute. Les ingénieurs français ont résolu un problème que les Allemands et Américains abordaient par des extrêmes opposés. Ils ont transformé la supériorité blindée allemande en vulnérabilité. Ils ont créé un prédateur mécanique qui n'appartenait à aucune catégorie. Trop rapide pour être un chasseur de chars, trop puissant pour être un char léger, trop intelligent pour être prévisible. Et ils l'ont fait avec des ressources limitées, un temps compté, et l'ingéniosité qui a toujours caractérisé la France en temps de crise. C'était l'ingéniosité française face à l'occupation. C'était la revanche de 1940, non par force brute, mais par brillance tactique. Et c'est ainsi qu'un châssis de 23 tonnes et un canon de 90 mm ont aidé à briser la machine de guerre nazie sur les routes de France.